ma présentation porte sur le lien entre deux choses. La dialectique entre la question nationale et la question sociale. Le lien, le mouvement inséparable qui relie la libération politique du peuple du Québec, l'indépendance, d'un côté, et de l'autre côté, ce que j'appellerais la libération économique, c'est-à-dire la critique et le dépassement nécessaire du mode de production capitaliste. Donc, mon argument essentiel est qu'on ne peut pas séparer ces deux choses-là, et que lorsque nous les séparons, nous avons des problèmes. Bon, d'abord, à l'époque où on a commencé à parler d'indépendance ici, de manière grande publique dans les années 60, il s'agissait, comme le disait Pierre Bourgault, on ne veut pas être une province pas comme les autres, on veut être un pays comme les autres. Donc Bourgault nous appelait à nous normaliser, c'est-à-dire à épouser au fond le courant de tous les pays du monde qui avaient fait leur décolonisation et leur indépendance. À l'époque, faire l'indépendance, ça voulait dire s'ajuster, arriver en ville, se mettre au diapason de l'histoire. Alors que maintenant, c'est plus compliqué. On est passé dans une nouvelle période, une nouvelle ère des sociétés, où il s'agit plutôt de recommencer à faire de la politique et de recommencer à faire de l'histoire après qu'on soit entré dans ce que certains ont appelé la fin de l'histoire puis la fin du politique. Donc, autrement dit, de réinjecter du politique dans une période qui a tendu à le détruire. Alors, on sait bien que la mondialisation capitaliste néolibérale, elle a constitué en vaste partie dans le monde à démanteler les souverainetés, pas seulement celle du Québec qui en a d'ailleurs jamais vraiment joui, mais celle de tous les États nationaux dans le monde qui ont été progressivement grugés, rognés dans leur capacité de décider pour eux-mêmes. Donc on est dans une ère où, en tout cas pendant des décennies, à partir des années 80-90, on nous a chanté les louanges de la mondialisation soi-disant heureuse, et maintenant on s'aperçoit que cette mondialisation est en faillite, elle ne fonctionne pas. Le libre-échange est en faillite et n'a pas amené la prospérité pour des peuples. Et donc nous sommes dans une ère de retour à la question de la souveraineté. La question de la souveraineté revient, c'est plus difficile qu'avant. Avant, il s'agissait, je dirais, de rejoindre une sorte de mouvement de l'histoire qui allait en direction de l'émancipation, de la décolonisation d'une série de pays, alors que maintenant, il s'agit de se battre pour réimposer l'idée de la capacité de décider des peuples dans une période qui avait voulu l'oublier et la remettre entre les mains de mécanismes, de systèmes dans les marchés, dans les machines, dans les algorithmes, etc. Donc, se réapproprier une capacité politique qui avait été délestée dans des mécanismes extérieurs et impersonnels. Voilà. Le capitalisme mondial, la mondialisation ou la globalisation, pour parler comme Michel Freytag, je vous renvoie à l'ouvrage L'impasse de la globalisation, qui a été publié aussi chez par Michel Freytag, un sociologue de l'UQAM qui est décédé en 2009. Alors Freytag nous disait le capitalisme mondial, quelque chose qui se répand en détruisant partout le tissu social et culturel des sociétés. Et donc l'enjeu, ce n'est pas seulement de se réapproprier un pouvoir de décision au niveau économique et de choisir comment on va produire ou de manière plus écologique, etc. C'est pas seulement une question économique ou écologique, c'est vraiment une question de savoir comment nous pouvons sauver encore ce qu'il reste de nous en tant que peuple, c'est-à-dire au niveau culturel, au niveau symbolique, au niveau historique, au niveau politique, au niveau artistique, etc. Donc, récupérer la souveraineté, ce n'est pas seulement reprendre le pouvoir de décider politiquement ou économiquement ou environnementalement, c'est essayer de sauvegarder ce tissu socio-symbolique, culturel, politique que le capital tend à détruire. Autrement dit, l'argument ici, c'est que le capitalisme tend à réduire la vie à l'économie. Alors que ce qu'il s'agit de faire, c'est de sortir de cette espèce de réductionnisme et de réaliser que la vie humaine ne se limite pas à l'économie et qu'elle est beaucoup plus large que ça. Il faut donc, contre la barbarie de la globalisation capitaliste, penser ensemble la souveraineté d'un point de vue, je dirais, politique et culturel, et un projet de démocratisation de l'économie en vue de former un projet post-capitaliste. Donc, être capable de mettre des limites à cette espèce de monstre qui s'appelle le capitalisme globalisé, et le faire à partir d'un ensemble de valeurs. Et où va-t-on les trouver, ces valeurs? Nulle part ailleurs que dans la culture des peuples. C'est la culture des peuples qui sert de réservoir pour penser, au fond, ses limites, pour dire ce à quoi on tient, ce qu'on veut protéger, ce qu'on veut préserver, ce qu'on veut garder, mais aussi ce qu'on veut transformer. Il y a quantité de choses qui devront être transformées. C'est toujours à partir de cet enracinement dans une culture concrète, dans des valeurs, dans des mœurs, que ces décisions peuvent se prendre. C'est pas seulement un projet, je dirais, administratif ou de changer de mode de gestion ou de gouvernance, comme on aime à le dire, c'est beaucoup plus profond. C'est se réapproprier la capacité de décider à partir de ce fond culturel, symbolique commun. Et donc, créer des institutions politiques d'autogouvernement au niveau politique, mais aussi au niveau économique, ça suppose aussi de sauver ce tissu socio-symbolique et culturel. Et
Et c'est comme ça qu'on parvient à une véritable souveraineté populaire, non seulement en termes de capacité de décision, mais en termes de capacité de permettre de continuer à exister, de maintenir dans l'existence de l'histoire quelque chose comme ce que le philosophe Hegel appelait l'esprit des peuples. L'objectif ici, depuis assez longtemps, au fond, c'est de créer une République du Québec. C'est d'ailleurs au programme de tous les partis souverainistes parlent de ça, de créer la République du Québec. Les patriotes parlaient de ça en 1837-38. Sauf qu'une République, ce n'est pas seulement une tête. On ne change pas seulement la tête du gouvernement. La République, disait Jean Jaurès, c'est quelque chose qui doit aussi descendre jusque dans les ateliers. Quand il disait que la République devait descendre jusque dans les ateliers, ça voulait dire que c'est pas seulement de redevenir des citoyens et citoyennes qui peuvent décider de questions politiques une fois aux 4 ans, mais c'est que la démocratie, la liberté, le pouvoir de décider doivent atterrir dans la vie quotidienne, jusque dans le travail, jusque dans les décisions les plus importantes qui concernent la production et la consommation, qui sont au fond les décisions les plus importantes à chaque jour que nous prenons. Comment est-ce qu'on peut penser devenir libre, indépendant, si effectivement on se dote d'un pays et d'un drapeau, mais que par ailleurs, de l'autre côté, nous mettons dans l'existence un système appelé le capitalisme, dans lequel il y a une logique d'exploitation et de non-liberté qui fait en sorte que la plupart des gens n'ont pas la capacité de décider des conditions de la production. Et donc, l'argument ici, c'est que on ne peut pas prétendre être libre ou à la libération nationale si de l'autre côté, on maintient l'esclavage salarié, le travail à l'île, ou ce qu'on peut appeler la non-liberté économique. Même chose pour le pouvoir des multinationales. Comment est-ce qu'on peut parler d'indépendance pour un peuple si, dans les faits, en pratique, toutes les décisions importantes sont remises entre les mains d'organisations ou de corporations ou d'entreprises multinationales qui, dans les faits, on parle toujours de libre marché, mais dans les faits, on sait que ce à quoi on a affaire, c'est un mécanisme extrêmement autoritaire, extrêmement centralisé, où le pouvoir appartient à un micro-groupe de grandes entreprises oligopolistiques qui contrôlent la plupart des grands secteurs de l'économie. Bon. Donc, ce sont des exemples qui sont assez simples pour comprendre que nous n'avons pas le choix, si nous voulons une véritable liberté, une véritable indépendance, de faire descendre la République jusque dans la production, ce qui veut dire que la liberté ne s'arrête pas aux politiques, mais doit déborder dans la sphère également de l'économie. Et que ces deux questions sont inséparables, elles sont liées, comme je le disais d'entrée de jeu. D'autant plus qu'actuellement, notre mode de développement, il est en train de se casser la gueule. Quand je parle de socialisme, souvent les gens me disent « Oh, ça n'a pas fonctionné, etc. » Bon, effectivement, c'est vrai que les exemples historiques que nous avons eus ont été des exemples d'échecs malheureux. Sauf que présentement, c'est pas le socialisme qui est en train de détruire le monde, c'est le capitalisme globalisé. Mon collègue Éric Pinault disait récemment que nous avons à peu près 20 ou 25 ans pour changer notre mode de développement. Michel Freitag avait écrit un article « Combien de temps le développement peut-il durer? » Point d'interrogation. Combien de temps pensons-nous encore pouvoir maintenir cette folie dans laquelle nous sommes actuellement, qui dégrade absolument les territoires, la nature, à un point critique? Déjà, actuellement, il y a plusieurs puissances cataclysmiques qui ont été déclenchées. Nous pouvons tout au plus éviter le pire, dans le cas du réchauffement, par exemple. Or, on ne fait rien. Nous savons que conférence de Copenhague, conférence de Paris, etc., des grosses réunions, et au bout de la ligne, ça accouche de souris. Et c'est irresponsable, puisque nous savons que nous sommes dans une situation sans précédent dans l'histoire de l'humanité, où la crise écologique nous menace. Et donc, notre mode de développement actuel est en faillite. Nous devons absolument imaginer, inventer quelque chose d'autre. Ce n'est pas une question de préférence personnelle. Souvent, quand je dis ça, les gens disent « Ah, vous êtes du genre de personne qui pose des conditions à l'indépendance. » Non, c'est pas une préférence personnelle. Ça s'appelle les limites géophysiques de la Terre. Ça, le capitalisme est un système qui repose sur l'abstraction, sur un délire, et il est en train de se casser les dents sur ce qu'on pourrait appeler le principe de réalité. Donc, le mouvement indépendantiste au 21e siècle, il n'a pas le choix de faire face à certains défis. C'est-à-dire, il n'a pas le choix de réimaginer un autre mode de développement autre que celui basé sur la croissance infinie de la production, ce que certains appellent la décroissance. Imaginez la décroissance. Et il n'a pas le choix non plus, ou d'autres appellent ça l'éco-socialisme. Bon, peu importe le nom qu'on y donne, c'est la même idée, c'est-à-dire mettre des limites à ce système de production qui autrement va nous détruire. Et donc il n'a pas le choix non plus de penser en termes écologiques. Comment allons-nous surmonter, ou en tout cas éviter le pire, dans le cas de la crise écologique? C'est des défis concrets que le mouvement indépendantiste doit absolument reconnaître. Et donc on ne peut plus penser l'indépendance comme à l'époque des 30 Glorieuses, comme si nous étions encore dans l'essor économique de la post-Deuxième Guerre mondiale, où il s'agissait au fond de s'inscrire dans la croissance, de défendre le Québec Inc., etc. Une mentalité de on va faire notre propre développement capitaliste, on va construire nos propres capitalistes, puis comme ça, ça ne fonctionne plus. Ce logiciel-là, il est en retard d'une guerre, on est ailleurs. L'avenir, c'est
l'exigence de réinventer le discours indépendantiste en tenant compte des défis objectifs qui nous sont posés, donc la faillite du modèle de développement capitaliste et la crise écologique. Bon. D'entrée de jeu, pour les gens qui voudront s'intéresser davantage aux sources théoriques de ce que je suis en train de dire ici, j'en ai déjà nommé quelques-unes, mais je parle à partir d'une approche qui est clairement marxiste. Beaucoup des penseurs de l'indépendance, dont j'ai traité dans mon livre, essayaient de penser l'indépendance à partir de la pensée de la philosophie qu'ils allaient souvent chercher en Europe. Je pense à la revue Parti pris, par exemple, dans les années 60, ce genre-là, c'était des marxistes. Et donc, ils essayaient de penser à travers des lectures, soit celle de Marx ou celle de Sartre, ou encore celle des penseurs du socialisme décolonisateur, comme Fanon, Mély, Berck. Alors, ils importaient ces idées d'ailleurs et ils essayaient de les adapter pour penser ce qu'on pourrait appeler avec Fernand Dumont un socialisme d'ici. Donc, je parle à partir d'une posture semblable, qu'on pourrait appeler le courant socialisme et indépendance, à l'idée qu'au fond, on doit avoir une analyse à partir d'une théorie, disons, marxisante, essayer de penser le dépassement du capitalisme. Je parle aussi à partir de l'œuvre de Michel Freytag, j'en ai glissé un mot tantôt, à mon avis, c'est absolument essentiel. Puisqu'on est dans une université d'été, je me sens pas trop mal de vous faire quelques références livresques, il faut quand même aller lire ce que Michel Freytag a écrit sur la question du rapport entre la souveraineté et la globalisation, notamment dans le livre, comme je vous parlais tantôt, l'impasse de la globalisation. Donc, l'approche dont je pars, c'est une approche qui considère la société comme un tout. C'est-à-dire que nous devons regarder la société québécoise comme une totalité empêchée d'advenir à elle-même. Donc, c'est une totalité niée. Comme le dit d'ailleurs Jean Boutillette dans un excellent livre qui s'appelle Le Canadien français et son double. C'est ma découverte de l'été. C'est un livre qui vient d'être réédité chez Boréal. Absolument fabuleux. Probablement un des meilleurs livres sur la psyché québécoise et la colonisation. Alors, dans Le Canadien français et son double, Jean Boutillette nous dit le Québec, c'est une totalité qui a été niée dans sa capacité de disposer d'elle-même. Pourquoi nier? Pour des raisons bien évidentes que, bien sûr, il y a une domination du fédéral. Donc, d'une part, c'est une nation annexée et conquise, pour parler comme Maurice Séguin, Pierre Falardeau, qui aimait bien reprendre cette formule aussi. Le Québec est une nation annexée et conquise. Depuis la conquête, puis aussi l'Union de 1840, nous sommes une nation annexée, politiquement. Mais cette analyse est bien sûr extrêmement incomplète. Si elle ne reste qu'à considérer la domination des institutions fédérales, c'en est toute une quand même, des institutions monarchiques, une constitution qu'on n'a jamais signée, un régime colonial, de tout cet appareil. J'entends des gens, souvent des amis qui sont historiens à Radio-Canada, ça répond peut-être à votre question, qui me disent que le colonialisme aujourd'hui ça n'existe plus. Il suffit de regarder pourtant nos institutions politiques pour voir qu'elles portent encore la marque de cette domination coloniale. Les Autochtones le savent très bien d'ailleurs, de leur point de vue à eux, à elles, ils le critiquent. Quand il y a eu le 150e récemment, le Canada, dispositif colonial, ben oui, c'est encore un dispositif colonial, puis nous aussi, on est pris dedans. Marc Chevrier a écrit des bonnes choses là-dessus, dans Hommage à une idée suspecte sur la République. Bon, alors, il y a domination politique du fédéral d'un côté, mais c'est bien incomplet si on oublie de l'autre côté la domination économique, capitaliste. À l'époque de Parti pris, ces gens dont je disais tantôt qui s'inspiraient de Marx et du socialisme décolonisateur, ce qui nous a apporté, c'est cette synthèse entre la critique de l'aliénation politique et la critique de l'aliénation économique. Et l'idée qu'on doit absolument penser les deux en même temps, ne pas les séparer. Et quand on les sépare, on a des problèmes. Soit on devient un indépendantiste, mais qui laisse de côté les questions de capitalisme ou d'environnement, vous nommerez personne, mais vous pensez à qui vous voulez. Ou alors, on devient des gens de gauche, mais pour qui l'indépendance, c'est suspect. C'est quelque chose de peut-être même un peu raciste, non, c'est pas trop bon. On entend toutes sortes de choses sur les réseaux sociaux. Donc, quand on sépare ces deux questions-là, on a des problèmes. Soit on sépare l'indépendance de la libération économique, soit on sépare de la libération économique de la question politique. J'ai utilisé un terme, il y a 2 instants, le terme d'aliénation. C'est un terme qui vient de Marx. Le capitalisme est un système qui travaille à rendre les individus, puis à plus forte raison les collectivités, étrangers à elles-mêmes. Étrangères à elles-mêmes. Donc, l'aliénation, c'est un mécanisme qui travaille à faire en sorte que ce qui devrait être approprié par une communauté politique, une communauté de production économique, la puissance collective d'agir, non seulement dans le travail, mais en général politiquement, cette puissance d'agir des collectivités, elles en sont privées. C'est ça l'aliénation. Marx disait que l'aliénation avait plusieurs dimensions différentes. Celui qui est aliéné, on peut dire aussi colonisé, celui qui est aliéné, il ne se possède pas lui-même. C'est-à-dire qu'il n'a pas la pleine possession de son être humain à part entière. Il est réduit à quelque chose comme une sous-espèce d'être humain. Il n'a pas non plus le contrôle sur son activité quotidienne. Ce qu'il produit, comment il va le produire, avec qui il va le produire, dans quelles conditions. On lui dit quoi faire.
Il n'a pas non plus la maîtrise sur l'objet qu'il produit. Hein, c'est pas lui qui décide qu'est-ce qu'il va fabriquer, qu'est-ce qu'il va en être fait de ses marchandises, où ça va aller. Son objet, lui, est dessaisi. Il n'a pas non plus le loisir d'avoir des vrais rapports sociaux avec les autres. Dans la société capitaliste, les rapports sociaux sont réduits à des rapports de concurrence, à des rapports de compétition. Il ne connaît pas son patron en tant qu'être humain, mais en tant que patron, ainsi de suite. Donc, c'est des rapports sociaux aliénés. Il n'a pas accès à la nature non plus. Pour toutes sortes de raisons. La nature, c'est une matière première à transformer. Il habite en ville, donc il ne va pas à la campagne. Toutes sortes de raisons. Ou peut-être qu'on privatise des rivières à saumon dans le nord, et donc il ne peut pas aller à la pêche au saumon parce que ça, c'est réservé pour les démarrais. Dans tous les cas, la personne aliénée dans le capitalisme n'a pas un véritable accès à la nature et au territoire. Elle est privée de cet accès, cantonnée dans un rapport aliéné à la nature. Et à plus forte raison, nous dit Marx, l'aliénation, ce dont elle nous prive, c'est de la société. Pour parler comme Michel Freytag, c'est l'oubli de la société. C'est-à-dire que l'être humain, c'est un être social. Il n'existe qu'à travers son membership dans une communauté. C'est parce qu'il fait partie d'une communauté politique qu'il peut par la suite, où elle peut se définir, la personne, en tant que subjectivité. Or, dans le capitalisme, ce rapport à la société, il est détruit. Alors, chacun est renvoyé à lui-même dans une sorte d'individualisme, d'égoïsme, dont on connaît bien la chanson. Hein, c'est le discours des libéraux, c'est le discours de la CAQ, c'est le discours de l'égoïsme marchand. Vous connaissez bien ça. Donc, l'important, c'est que dans cette lecture des choses, la société s'est réduite à un instrument extérieur que je veux utiliser pour en tirer quelques avantages. C'est tout. La société, c'est quelque chose que j'utilise. Un contribuable, je veux des services. Hein, je veux de retour sur mon investissement. Donc, la société, ce n'est pas le lieu où je me réalise avec d'autres en tant que membre d'une communauté de culture et de sens. La société, dans le capitalisme, est réduite simplement à un instrument que je vais utiliser. Pour les capitalistes, c'est l'instrument que je vais utiliser pour faire du profit. Pour les travailleurs et travailleuses, c'est l'instrument que je vais utiliser pour avoir un même salaire. Mais tous ont en commun de jamais vivre dans une vraie société à part entière parce qu'elle est réduite, au fond, à un instrument. Voilà les différences de la dimension de l'aliénation qu'on trouve chez Marx. Franz Fischbach, le philosophe français, a une belle expression pour résumer ça. La privation de monde. Le capitalisme prive les gens d'un vrai rapport au monde. Nous sommes privés de monde. Nous sommes sans objet. Et donc la vie est réduite à la production-consommation capitaliste, à la vie d'un individu atomisé, déraciné, un individu hors sol, qui ne devrait rien au monde commun ou à la collectivité. Un individu postmoderne, un citoyen de ce grand pays postmoderne qui s'appelle le Canada. Qu'on soit de gauche ou de droite, rendu là, c'est plus si important. En fait, dans le Canada, ce qui est magnifique, c'est qu'on peut être n'importe quoi. On peut être n'importe quoi. Hein, comme le disait Jean Gaultier, on est un Canadien qui, par ailleurs, s'adonne à parler français. Mais on pourrait aussi, comme a dit le politologue Alan Cairns, à propos des Autochtones, hein, ils les appelaient des Citizens Plus. C'est des Canadiens qui ont un petit plus, qui ont une plume. Donc chacun, au fond, dans le Canada, est un Canadien dans un grand pays qui n'a pas trop de sens, mais qui peut avoir une coquetterie particulière. Donc si vous voulez parler français, c'est libre à vous. Si vous voulez arrêter aussi, c'est pas grave. C'est une particularité accidentelle de l'individu. Bon. Alors on mesure le mépris d'une telle approche pour les collectivités, non seulement la nation québécoise, mais aussi les nations autochtones. C'est-à-dire que c'est permis dans le Canada d'exister en tant qu'individu avec toutes sortes de préférences particulières, d'idéologies particulières, comme vous êtes en dos, de gauche, de droite, peu importe. L'important étant d'accepter que ce qui nous unit, le grand tout qui nous unit, lui, n'a pas de contenu. C'est un pays sans contenu. D'ailleurs, on le voit avec Justin Trudeau qui peut changer de costume comme il change de chemise. Hein, il est non seulement il est vide du point de vue de toute substance, il est vide du point de vue de toute substance dans son discours, mais il est vide de toute substance, même culturelle ou politique. C'est une page blanche sur laquelle n'importe quoi peut venir s'inscrire et partir le lendemain. C'est la réalisation de l'impermanence des phénomènes dont parlaient les bouddhistes. Il n'y a rien. On rit, mais c'est quand même ça, le Canada. Hein, Kenneth McRoberts, historien canadien, disait que c'est le premier pays postmoderne. Donc, dans le Canada, ce qui ne peut pas exister, ce sont des collectivités nationales en tant que nation, c'est-à-dire en tant que lieu collectif d'exercice d'une souveraineté d'un peuple sur lui-même. Ça, c'est pas bien. Et quand vous demandez ça, vous avez des problèmes. Donc, vous pouvez demander n'importe quoi. Comme disait Hubert Aquin, dans la fatigue culturelle du Canada français, ils vont vous donner des subventions pour la Saint-Jean-Baptiste, ils vont vous donner des subventions pour faire des powwows, pas de problème. Mais ne demandez pas la liberté politique, par contre. Ça, vous ne l'aurez pas. Ça appartient à la couronne. Okay? Donc, nous sommes dans ce drôle de pays étrange,
qui n'est pas un pays, en fait, qui s'appelle le Canada, un pays déraciné, dans lequel notre culture et notre société, elle ne peut pas exister en tant que société. D'où l'idée d'oubli de la société, de privation de monde, d'aliénation, de perte de la société, dont je parlais tout. Et dans ce contexte, la puissance d'agir des individus, et comment est-ce que nous sommes reliés entre nous si ce n'est plus par la société? Bon, on sait très bien par quoi. Par la production, par la consommation de marchandises, et aussi par, on en parlait tantôt, une logique médiatique spectaculaire dans laquelle on est tous branchés sur la communauté mondiale de Zuckerberg. On n'appartient plus au Québec, on n'appartient plus à un monde commun, une collectivité, on appartient tous en tant qu'individus, avec chacun son profil, dans la communauté mondiale de Zuckerberg, qui est au fond la communauté capitaliste sans frontières. Celle de Facebook, celle des GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Et donc, à qui profite, bien sûr, cette opération de déracinement généralisé? Ah, c'est bien sûr à ceux qui... C'est le 1%, c'est-à-dire la classe dominante mondiale, une hyper-bourgeoisie, ce qu'on appelle une overclass, une hyper-bourgeoisie globalisée, apatride, hein, comme disait Chartrand, capitaliste, un système asocial, amoral, apatride. Hein. Donc, une hyper-bourgeoisie déracinée qui circule partout dans le monde, hein, et qui, pour seule patrie, a le profit, et qui décide partout d'organiser, hein, la dissolution de ces communautés d'appartenance concrètes que sont les sociétés, les cultures, les peuples, en lieu et place de mettre cette espèce de monde uni par deux logiques, la logique économique et la logique technologique, informatique. Et les deux s'emboîtent ensemble. Le dispositif cybernético-économique, technico-économique, hein, l'un ne va pas sans l'autre. La technologie informatique est dans le support matériel par lequel le capital globalisé peut s'accomplir. C'est dur de globaliser le capitalisme sans Internet. Quand vous avez Internet, c'est plus facile. Bon. Si nous retournons à parti pris dans les années 60, quelles leçons ont-ils pour nous? Cette leçon que nous devons combattre la double aliénation dont nous sommes victimes. Bien sûr, le contexte a changé. On est dans un autre type de capitalisme, un autre type de technologie, etc. Mais il y a quand même derrière une institution fondamentale. Que nous ne pourrons pas être libres ici si nous ne combinons pas les dimensions politiques et économiques de la lutte contre l'aliénation. Si nous n'affrontons pas les deux formes d'aliénation en même temps. Quand je dis en même temps, c'est-à-dire dans la stratégie, évidemment, il peut y avoir des moments où il faut insister davantage sur l'une, d'autres moments où il faut insister sur l'autre. Ça, c'est la tactique, bien sûr. Mais il faut comprendre, je dirais, le fond de la question. Dans le fond de la question, ces deux choses-là sont consubstantielles, inséparables. Alors après ça, on peut avoir des discussions à quel moment vaut-il mieux mettre l'emphase ici. Bon, ça, je n'entre pas dans ça. Je parle, on dirait Platon, non pas du réalisable, mais du souhaitable. Qu'est-ce qu'on va souhaiter à terme? C'est que le peuple du Québec non seulement récupère sa souveraineté politique contre la domination fédérale, mais aussi qu'il récupère la capacité d'agir, la puissance d'agir de la communauté contre le capitalisme globalisé. Et d'ailleurs, la souveraineté peut servir à ça. C'est-à-dire que la souveraineté, se battre aujourd'hui pour la souveraineté, c'est aller à contre-courant de la logique de la globalisation capitaliste. Et c'est pour ça d'ailleurs que le mot de souveraineté, prononcer le mot de souveraineté en Europe, les gens font des gros yeux. Quand vous allez en France, vous dites, je pour la souveraineté, pour eux, c'est presque comme si vous disiez pour le fascisme. Tellement l'impression de l'ouverture au monde, de l'Union européenne, de la mondialisation. La souveraineté a été idéologiquement présentée comme un signe de fermeture. Fermeture à l'autre, fermeture au monde. Bon. C'est complètement faux. Bien sûr, il y a des formes de souveraineté qui ressemblent à ça. On sait c'est qui. Souveraineté de droite, d'extrême droite, il y en a. Et d'ailleurs, c'est de plus en plus ce qu'on voit, puisque au fond, la gauche, comme elle a de la difficulté à s'occuper de la question de la souveraineté, je parle en Europe, vous vous souvenez peut-être ici, hein, ça fait que c'est laissé entre les mains, effectivement, de ces groupes qui lui donnent un contenu absolument réactionnaire. Sauf que la souveraineté n'est pas nécessairement une logique de fermeture. La souveraineté peut être aussi un puissant levier, comme le disait Gilles Gagné, contre la globalisation. Et de reconstruire du politique, plutôt que de laisser le pouvoir de décider entre les mains de toutes ces instances internationales, OMC, OCDE, FMI, Banque mondiale, les marchés, les machines, Facebook. Bon, vous comprenez que le dispositif qui s'est mis en place est un dispositif qui s'est construit sur la liquidation de la souveraineté et son aspiration par en haut. Ça a été siphonné par le haut. En fait, l'État a été détruit de deux manières. Il a été détruit par en haut et par en bas. C'est-à-dire qu'on siphonne par en haut la capacité de décider, on aspire ça dans des instances transnationales, multinationales, mondialisées. Puis sinon, par en bas, on gruge, on défait l'école ici, on défait les services publics là, la santé, on le voit dans les journaux ces temps-ci. Mais ces deux logiques-là sont complémentaires. Ça gruge au fond l'ancien État-nation social-démocrate par en haut et par en bas. Bref, nous devons donc attaquer les deux dimensions d'aliénation ensemble, aliénation économique, aliénation politique, et les dépasser en même temps. Donc, atteindre ce que Fernand Dumont appelait le socialisme d'ici,
Ça exige de penser la dialectique entre question nationale et question sociale. Un ajout aussi intéressant à l'époque, c'est le Front de libération des femmes. En 1970, les féministes vont lire le manifeste du FLQ et vont s'apercevoir qu'il n'y a absolument rien dans le manifeste du FLQ sur la condition des femmes. Et donc, leur réaction, ça va être de fonder le FLF, qui va publier un journal qui s'appelle Québécoise debout. Il y a un chapitre dans mon livre qui concerne cette question. Et elles vont donc ajouter l'oppression patriarcale à la liste des oppressions dont il faut se débarrasser. Mais encore là, ce qui est intéressant, c'est exactement comme à parti pris, la même volonté de ne pas séparer les questions et de les synthétiser ensemble. Elles appellent ça la triple oppression. Donc, l'oppression nationale, l'oppression capitaliste, l'oppression homme-femme, c'est pensé comme une synthèse devant être dépassée du même. Plutôt que de séparer ou d'opposer les questions, comme c'est un peu à la mode aujourd'hui de le faire, malheureusement, dans le débat public. Généralement, au fond, aujourd'hui, on va qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est l'écologie? Est-ce que c'est la question des femmes? Oh non, c'est pas qu'il a raison. Il y a une espèce de chacun sur la couverte de son côté, alors qu'à l'époque, ce qui était très fort, c'était cette capacité d'amener ensemble les différentes oppressions et de les synthétiser, non seulement au niveau théorique, mais dans la pratique de lutte également, pour gagner sur tous les fronts. Bon. Donc, en résumé, nous avons un problème parce que nos institutions, et quand je dis institutions, je le dis au sens large, ça concerne les institutions politiques, mais aussi nos institutions économiques, tout ce qui organise la vie collective. Si nos institutions sont sous le coup d'une double aliénation qui empêche l'autogouvernement ou l'auto-organisation. Et par le fait même, la culture du peuple québécois ne peut pas s'exprimer parce que, on parlait des institutions médiatiques, tantôt c'est un autre problème, hein, la logique qui fait que nos institutions sont dans une corruption instrumentale ou asservie à la logique capitaliste fait en sorte que le fonds culturel du Québec ne peut pas s'exprimer. Je vous donne un exemple absolument affligeant, la médiathèque Gaétan d'Hostie. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Gaétan d'Hostie, c'est quelqu'un qui a une collection privée, un musée privé, dans lequel il y a des originaux du refus global, des lettres inédites de Claude Gauvreau, plein de morceaux de notre histoire absolument incroyables. Jusqu'à tout récemment, c'était hébergé sur la rue de la Montagne, une maison. Et maintenant, ben, c'est devenu... il n'y a plus de lieu pour ce musée. Et donc, si rien n'est trouvé dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, cette collection pourrait éventuellement disparaître. Comment se fait-il que des pièces d'anthologie aussi importantes pour la culture d'un peuple ne soient pas dans un musée, dans une institution? Ben, c'est un exemple. Au Québec, il se fait autour de 30 longs métrages par année. Puis généralement, on en connaît un ou deux. Okay? Où vont les 28 autres films? On ne sait pas. Même chose pour les essais québécois. On discute de certains d'entre eux, mais beaucoup d'entre eux, on n'entend pas parler. Sauf peut-être dans les qualités d'Action nationale. Mais on a un problème, c'est qu'au fond, nous produisons quelque chose comme un contenu sur nous-mêmes, mais à cause de l'aliénation de nos propres institutions, ce contenu-là, aussitôt exprimé, il disparaît dans les terres. C'est un grave problème. Bon. Donc, nous devons faire ce travail sur les institutions pour nous les réapproprier. Changer les institutions, changer la Constitution, changer le régime politique. Ce n'est pas seulement un problème institutionnel, avec ça un mot tantôt, mais qui vit sous des institutions aliénées a aussi un problème, je dirais, de conscience, un problème de psyché, un problème d'âme. Nous sommes des colonisés, et être des colonisés, ça veut dire souffrir dans la part la plus intime de nous-mêmes, même dans l'inconscient. Ça a été bien montré par toutes sortes de gens à parti pris, bien sûr, par Pierre Vallière, par André D'Allemagne, de Colonialisme au Québec, très très bon livre, et Jean Boutillette, dont j'ai parlé tantôt. La domination est intériorisée par les Québécois, les Québécoises, dans la psyché collective. Ça se manifeste de toutes sortes de manières. Ça peut se manifester par une sorte de culpabilité, dit Boutillette. On se sent mal, au fond, de revendiquer cette chose. Pourquoi est-ce qu'on demande encore l'indépendance dans un monde si ouvert et si tolérant? Les Canadiens anglais sont gentils, après tout. Pourquoi est-ce qu'on leur veut tant de mal? Bon, une culpabilité de vouloir, au fond, cette indépendance. Ou même une haine de soi. Boutillette, au fond, dit qu'il y a eu deux réactions dans la psyché des colonisés. Deux idéologies principales par lesquelles ça s'est manifesté. La première, c'est le nationalisme traditionnel. C'est-à-dire un fantasme de retour à l'époque d'avant la conquête, à la Nouvelle-France, où la totalité québécoise, dans son unité, n'avait pas été déchirée par la domination fédérale, ni par le conflit de classe capitaliste. Donc, la totalité, au lieu d'être déchirée, ben, elle était de manière fantasmée un peu là, dans une belle unité. Donc, nous avons encore aujourd'hui des nationalistes conservateurs pour qui l'essentiel de leur discours, c'est de dire qu'il faut retourner à une sorte d'unité de la société d'avant les conflits. Souvent, d'ailleurs, les conflits aujourd'hui sont majoritairement des conflits d'ordre religieux ou d'immigration. Bon. Et donc, l'idée, c'est qu'il y aurait il y a un discours qui voudrait que les immigrants viendraient menacer l'unité de la totalité, puis donc il faudrait, contre les réfugiés et les immigrants, etc., reconstruire l'unité de la totalité. C'est ce que j'appellerais le nationalisme traditionnel, nationalisme conservateur. Conception, je dirais,
figée, chosifiée de l'identité, en revenant dans le passé où tout allait bien, plutôt qu'aujourd'hui faire face à différentes forces qui voudraient briser l'unité de la société. L'autre attitude Thibautienne, c'est l'inverse, ce qu'il appelle la raison pan-canadienne dépersonnalisante. Vous avez en face la réaction complètement opposée, c'est-à-dire on abandonne la nation, c'est réactionnaire, c'est bon pour le passé, on embrasse au fond la logique multiculturelle canadienne, et d'ailleurs on en vient à se détester, si jamais on a déjà été indépendantiste, on en vient à se détester en disant comment avons-nous pu penser des choses aussi scandaleuses, aussi fermées à l'autre, alors que l'heure est à l'ouverture, et ainsi de suite. Bon. Mais dans les deux cas, okay, les deux manières de réagir sont mauvaises. Okay? Ces deux manifestations pathologiques, ces deux symptômes. La tentative de revenir à une unité de la nation fantasmée qui ne tient pas compte des réelles causes de l'oppression et qui ne les règle pas en pratique. Hein, tous les chroniqueurs du Journal de Montréal, qui chialent, le Martineau, etc., ils ne sont pas en train de construire l'indépendance d'aucune manière, sur une base large. D'abord, il y a les immigrants, c'est pas une très bonne idée, hein, puis la jeunesse, puis la plupart des gens progressistes, ils sont en train de déconstruire le mouvement. Okay? Donc, cette unité fantasmatique dont ils rêvent, dans les faits, d'abord, elle ne peut pas exister parce qu'il faut tenir compte du pluralisme, etc., mais ils sont en train, effectivement, de la déconstruire. Donc, cette unité-là, c'est uniquement verbal. En fait, c'est un truc essentiellement culturel. On exprime par la parole des choses qu'on ne fait pas en pratique. Au fond, on fantasme le retour à l'unité de la nation, mais dans les faits, on ne construit absolument rien, plutôt on déconstruit. Mais l'autre truc n'est pas mieux. L'espèce de raison pan-canadienne dépersonnalisée, hein, que j'entends un peu partout aujourd'hui, même chez les gens de gauche qui me disent non, l'indépendance c'est dépassé, maintenant il faut plutôt penser de manière, je sais pas, altermondialiste ou autre, dans un monde sans frontières, l'humanisme, bon, toutes sortes de choses, tout sauf le moins d'indépendance. Et tout sauf le moins de socialisme, pour reprendre la formule de Pierre Val-Boncoeur. Donc, ma présentation est fondée sur l'idée que socialisme et indépendance doivent être pensés ensemble. Dans ce cas-là, on pense ni socialisme ni indépendance. On dit au fond, il faut se fondre dans soit le grand melting pot canadien, ou mieux encore dans l'humanité abstraite. C'est un cosmopolitisme abstrait. Bon. Ces deux idéologies, nationalisme traditionnel de conservation et pan-canadianisme dépersonnalisé, sont deux impasses. Et pendant ce temps-là, les institutions, les normes juridiques, les structures, le droit, la Constitution, le régime fédéral colonial, mais aussi toutes les formes capitalistes d'oppression, ne sont pas du tout affectées par ces deux discours. Ça continue à rouler business as usual derrière. Pendant que dans les médias, spectaculairement, nous aurons des débats, d'ailleurs souvent de ces deux positions-là. Dans les journaux, il va y avoir des gens qui vont se crêper le chignon au nom soit du nationalisme traditionnel conservateur dépolitisé, ou de l'autre côté, du pan-canadianisme rationnel, multiculturaliste, tolérant, trudeauiste, etc. Et ces deux positions peuvent se taper dessus, comme dans un truc de guignol et marionnette. Okay? Ça ne change rien. Parce qu'au fond, il n'y a aucun projet là-dedans de transformation institutionnelle, politique, ni économique. C'est simplement de l'enflure. Ça, c'est une manière que nous avons de nous exciter collectivement autour de questions qui sont en réalité sans importance, et de pas, comme dirait Régent Ducharme, nous avons une haine pour tout ce qui veut que nous voulions. Donc, c'est une manière de parler de plein de choses, sauf de l'éléphant dans la pièce. Comment est-ce qu'on va transformer les institutions? Puis par institution, je rappelle, pas seulement politique, mais aussi économique. Ça, c'est le spectre. Donc, il y a un débat spectaculaire médiatique entre deux positions polarisées, et ce qui évite de penser la nécessaire synthèse entre questions nationales et questions sociales. Au lieu de les penser ensemble, on les sépare, puis l'un tape sur l'autre. Des gens qui sont des férus de questions sociales, de lutte à la pauvreté, mais pour qui l'indépendance, c'est suspect. Puis de l'autre côté, des indépendantistes et la justice sociale, ils en parlent. Évidemment, je caricature, là, mais pour faire comprendre les choses, parfois, il faut grossir le trait, vous comprendrez. Bon. Alors, voici donc ce qu'il faudrait peut-être faire, c'est-à-dire construire un projet de transformation institutionnelle et politique, économique, engager la transition vers l'indépendance et aussi la décroissance. De sorte que nous puissions sauver ce que le capitalisme tend à détruire, c'est-à-dire la vie sociale, la vie culturelle, la vie symbolique, la vie linguistique. Hein, pour le moment, toute cette vie organique, culturelle du peuple, elle ne peut pas être exprimée parce que les médiations institutionnelles, les formes institutionnelles ne permettent pas l'expression de ce tissu social et culturel, mais plutôt l'étouffent doublement. D'abord à cause de la domination politique fédérale, mais aussi à cause de la domination capitaliste. Ceci veut dire nécessairement un projet de transformation institutionnelle
qui devra prendre plusieurs formes. C'est-à-dire qu'il doit aller du niveau local, au niveau régional, au niveau national, au niveau international. Et c'est sûr que ça suppose de remettre en question la logique de la mondialisation capitaliste. La mondialisation capitaliste, elle n'a pas profité aux travailleurs du Nord, elle n'a pas profité non plus aux pays du Sud, elle est en échec partout. Simon-Pierre Savard-Tremblay écrivait récemment sur la faillite du libre-échange, peut-être aller lire ça. Bref, la mondialisation, c'est terminé. De plus en plus de gens de gauche écrivent sur la nécessité de reconstruire des espaces de commun. Par exemple, Pierre Dardot et Christian Laval en France écrivent sur les communs. Plus proche de nous, ici au Québec, mon camarade, mon ami Jonathan Durand-Folco, qui a écrit un livre sur la ville, inspiré de Murray-Bookchin, sur l'importance de bâtir des institutions de proximité pour l'autogouvernement. C'est absolument essentiel. Michel Frétail appelle ça le nouveau partage de la souveraineté. Le nouveau partage de la souveraineté, c'est une capacité d'emboîter les différents échelons de la souveraineté, du local à l'international, en passant par le national, le régional. Tous ces échelons doivent être emboîtés entre eux selon un principe de subsidiarité, c'est-à-dire tout ce qui peut être décidé au niveau local doit l'être. Évidemment, il y a plein de questions qui ne pourront pas l'être, donc ça va devoir être saisi au niveau supérieur. Donc, il faut bien sûr penser ces formes d'autogouvernement de proximité, mais ça ne suffit pas. Il va falloir aussi penser la souveraineté au niveau national, ce que j'appelle la création d'une république décentralisée du Québec, une république fédérative. C'est-à-dire que, notamment pour nos régions qui aujourd'hui sont laissées en friche, comme la Gaspésie, il faut essayer de penser donc une république décentralisée dans laquelle le maximum de pouvoir au niveau local, d'auto-organisation de proximité, ce qui a le bénéfice aussi au niveau écologique d'être bon, parce que quand on décide sur une base de proximité, on peut prendre des décisions plus rationnelles en ce qui concerne l'alimentation, donc la souveraineté alimentaire. C'est pas seulement la souveraineté, c'est les souverainetés, notamment la souveraineté alimentaire, par rapport au territoire, les régions aussi. Bon. Donc, un projet de république décentralisée ou fédérative. Ce programme a été résumé récemment dans un texte que vous avez peut-être vu qui s'appelle le Manifeste québécois pour la démondialisation. Vous le trouverez sur www.démondialisation.québec. Je vous résume ce texte en 4 points. Le texte qui avait été écrit par Simon-Pierre Savard-Tremblay, moi-même et Jonathan Durand-Folco, mais qui était co-signé par beaucoup d'autres personnes. 4 points. Démondialiser, sortir de la mondialisation, remettre en question le libre-échange, etc. 2. Récupérer la souveraineté, la capacité de décider. 3. Engager une transition économique et écologique vers une société plus juste. Et 4. Le fait de démondialiser, ce n'est pas se replier sur soi-même et se fermer au monde, donc partir de là pour rebâtir des relations internationales qui seraient fondées sur autre chose que la guerre économique, des relations internationales basées sur la coopération avec d'autres sociétés. On pourrait appeler nos amis catalans, puis plein d'autres, puis on pourrait faire des trucs avec eux. Et elle, voilà. Donc, ce projet que j'appelle République indépendante, et on pourrait l'appeler éco-socialiste du Québec, va aussi être pensé en partenariat avec les Autochtones, qui ont, comme je le disais tantôt, peut-être même d'une manière encore plus apparente et plus violente, eux aussi subissent les effets de la domination coloniale canadienne. C'est pas nécessairement facile, mais on pourrait découvrir, si on leur porte un peu de respect, qu'ils ont peut-être beaucoup plus d'ouverture que l'on pense à discuter de certaines questions. Et notamment la question de comment ils peuvent reconstruire leur propre souveraineté et comment nous pourrions peut-être travailler à une république en partenariat avec les Autochtones. C'est d'ailleurs ce qu'évoquait Gabriel Nadeau-Dubois quand il a été assermenté. Il disait « Je prête serment à la reine jusqu'à temps qu'on soit une république indépendante du Québec en solidarité avec les Autochtones. » Bon. Cette république aurait le mérite de régler à la fois la question nationale et la question sociale, puisqu'elle serait une république sociale. Et donc, elle réglerait à la fois la domination politique, mais aussi la domination économique. Parce qu'au fond, à travers la démarche constituante, on mettrait en place le processus de démocratisation non seulement politique, mais également économique. Et évidemment, ici, on va rêver en couleur. C'est-à-dire qu'on évoque ce qui serait, comme je le disais tantôt en citant Platon, le souhaitable. Si nous descendons, maintenant qu'il me reste 5 minutes, si nous descendons maintenant davantage sur le terrain du réalisable, malheureusement, la situation n'est pas drôle. C'est-à-dire qu'avant d'en arriver là, il y a beaucoup d'embûches qui se dressent devant nous, mis à part le contexte général de dissolution du politique et d'abandon de la capacité de décider en des mécanismes impersonnels, des systèmes, etc. à l'échelle mondiale. La période postmoderne est une période de fin du politique. Donc nous nous battons pour ressusciter le politique, pour reprendre contrôle sur nous-mêmes dans une ère qui semblait vouloir en finir avec ça. Alors est-ce que nous allons réussir? C'est un sacré pari. Mais bon, j'en vois pas d'autres, donc on va essayer de faire ça.
Nous avons donc une série d'embûches devant nous. Le premier, c'est ce que je disais tantôt, nous avons un débat médiatique spectaculaire qui, comme disait Chantal Mouffe, construit un clivage nous-eux entre nous et les nouveaux arrivants, principalement arabo-musulmans, comme si c'était ces gens-là qui étaient la source de nos problèmes, et non pas le 1% et les capitalistes qui, partout dans le monde, pas seulement au Québec, font la guerre à l'humanité. Et donc, nous avons ce problème de discours. On allume TVA, où on ouvre le Journal de Montréal, et sauf exception, nous trouvons généralement des écrits et des propos qui n'aident pas à notre compréhension de nous-mêmes, mais maintiennent le peuple dans une lecture erronée de la situation où le clivage, le peuple est construit sur un clivage nous-eux, mais qui cible le mauvais responsable, c'est-à-dire les immigrants, plutôt que de cibler la classe dominante capitaliste. Face le problème. Nous avons, bien sûr, ce n'est pas le seul problème, nous avons d'autres problèmes. Nous avons aussi un certain discours de gauche que Hubert Aquin dénonçait déjà à l'époque dans la fatigue culturelle du Canada français lorsqu'il critiquait Trudeau. Des gens qui pensent qu'au fond, on appartient à l'humanité entière et qu'on n'a pas besoin d'appartenir à une collectivité nationale. Alors, contre ça, il faut montrer, il y a une pédagogie à faire, que nous ne pouvons pas réaliser la liberté par un saut, où finalement je me libérerais soit comme individu ou comme membre de l'humanité mondiale. Michel Chartrand disait la même chose. Ce n'est qu'à travers la médiation d'une communauté, d'une culture globale nationale que j'appartiens à l'humanité. L'humanité est structurée en corps politiques, différenciés, qui ont chacun leurs caractéristiques, leur culture. D'ailleurs, c'est ce qui fait l'intérêt de la chose. Et donc, c'est par le détour de l'inscription dans une communauté politique que se réalise ma liberté. Donc, la condition de la liberté, c'est pas comme pensait Trudeau, supprimer les nations. Trudeau, il disait, les nations, ça mène à la haine. Aquin répondait, non, le problème, c'est l'inégalité entre les nations. Et si nous créons l'égalité entre les nations, elles peuvent ensuite avoir des rapports entre elles, ce sont des rapports de peuple à peuple, qui est exactement la logique qu'il faut avoir avec les autochtones, d'ailleurs, une logique de collaboration de peuple à peuple. Puis quand on dit peuple, ça n'a rien à voir avec une base ethnique. Ça fait des années que le mouvement indépendantiste a une compréhension politique et culturelle, linguistique, de ce que c'est que le Québec. Et donc, comme disait Pierre Bourgault, qu'est-ce qu'un Québécois? Toute personne qui assume le passé, le présent, l'avenir du Québec. Peu importe d'où il vient, in the first place. Mais le problème va encore plus loin et dépasse notre élite médiatique et le discours qu'on peut lire dans nos médias et concerne le peuple lui-même. Ça fait plusieurs années que le peuple a été soumis à cette mauvaise pédagogie qui est celle des médias de masse. Platon disait qu'une bonne politique, c'est une pédagogie qui rend le peuple meilleur. Or, une mauvaise pédagogie rend le peuple plus mauvais. Et nous sommes donc, depuis plusieurs années, dans une mauvaise pédagogie. Ça répond peut-être un peu à votre question de tantôt, là. Je pense particulièrement à la CAQ. Nous nous apprêtons à voter pour un parti qui s'appelle la CAQ. Le Québec moderne était bâti sur deux idées, l'indépendance et la social-démocratie. Qu'est-ce que c'est la CAQ? Le reniement de ces deux idées, c'est-à-dire l'indépendance et les chicanes, on ne peut plus en entendre parler, les gens sont tannés. Et, de l'autre côté, le reniement de la social-démocratie, parce qu'on va embrasser le capitalisme, on va devenir le Silicon Valley du Nord. C'est ce que dit la CAQ. Donc, la dénégation des deux idées fondatrices de ce qu'on appelle le modèle québécois, c'est ce envers la. C'est ce pourquoi nous nous apprêtons collectivement à voter, comme peuple. Alors la situation est assez dramatique. Que faire dans un cadre comme celui-là? Et c'est bien sûr dû en partie au fait que cette pédagogie a dit aux gens depuis des décennies qu'ils n'étaient plus des citoyens ou des citoyennes, mais des contribuables, des consommateurs, des individus consommateurs de services qui regardent la politique en disant qu'est-ce qu'il me donne? Qu'est-ce qui va me donner celui-là? Donc, une conception instrumentale des choses, une conception clientéliste des choses. Et ça fait le néolibéralisme depuis les années 70 que ça roule cette affaire-là. Ça fait 50 ans de matraquage intellectuel que les gens subissent. Alors peut-être pour terminer, ça répond un peu à la question qui était posée tantôt, Gramsci, le penseur marxiste italien, disait qu'avant de gagner politiquement, il faut d'abord gagner la bataille de ce qu'il appelle l'hégémonie culturelle, c'est-à-dire la bataille des idées. Il y a tout un travail de pédagogie qui doit être fait. Si nous retenons cette phrase de Platon qu'une bonne politique est une pédagogie qui améliore le désir du peuple, qui corrige le désir du peuple. Et peut-être devrons-nous donc, je ne dis pas peut-être, nous devrons court-circuiter les médias de masse, parce qu'actuellement au Québec, il y a tout un bouillonnement qui se déroule, comme disait Paul Clich à la radio l'autre fois. Paul disait un grand bouillonnement, mais on ne le voit pas, parce que dans les médias, il n'est pas reflété. Et donc, nous devons aller directement au peuple. C'est ce que Proudhon appelait la démopédie. La démopédie, c'est la pédagogie démocratique qui donne au peuple le désir de son propre autogouvernement. Cette république-là, elle ne peut pas naître de transformation institutionnelle, à surmonter l'aliénation politique, l'aliénation économique. Ça ne peut pas se faire s'il n'y a pas d'abord au niveau subjectif, chez le colonisé, la colonisée, le désir de surmonter sa propre aliénation.
Et malheureusement, il y a beaucoup de forces qui travaillent contre ça, notamment, comme je le disais tantôt, notre propre psyché collective. Je me rappelle un collègue qui donnait un cours sur le film La Matrice. Le film La Matrice avec Keanu Reeves. Il disait, le but, c'est de sortir de la matrice. Puis un étudiant qui dit, mais pourquoi si on est bien dedans? Alors là, on est confronté à quelque chose d'assez troublant, c'est qu'au fond, il peut y avoir une absence de désir de liberté. Et après tout, hein, le Canada, ce grand Tim Hortons à ciel ouvert, où on danse le bhangra sur les côtes de Terre-Neuve, c'est plutôt agréable. Donc, pourquoi est-ce qu'on voudrait, au fond, se priver de... Bon, vous voyez, donc, là, on a un problème qui décide. À la base, ça suppose une transformation de la subjectivité, une transformation éthique de la subjectivité. Nous avons un problème aussi parce que cette transformation de la subjectivité, non seulement elle relève d'un problème médiatique, d'un problème de pédagogie politique, mais un problème aussi dans l'éducation. Je n'ai pas le temps d'en parler, malheureusement, je vais terminer. Mais la marchandisation de l'éducation est un autre problème. Et pas seulement la marchandisation, le fait que l'université est colonisée de plus en plus par une culture anglo-saxonne américaine. Les théories les plus à la mode dans nos universités, même chez les gens de gauche, sont des théories anglo-saxonnes individualistes. Donc, parler de la question nationale aujourd'hui à l'université, c'est généralement quelque chose qui est mal vu. Tout le réseau scolaire est sous le coup d'une logique de transformation qui vise à le conformer au modèle d'école utilitaire anglo-saxonne à l'américaine. L'université globalisée des États-Unis se répand partout, mais c'est pas juste l'université, c'est tout le réseau qui en souffre jusque dans le primaire, dans l'adaptation à la technologie, etc. Je n'ai pas le temps de parler de ça, ce sont peut-être des questions, mais il y a un grave problème dans l'éducation. Et donc, nous devons mener cette opération pédagogique sur plusieurs fronts, c'est-à-dire non seulement défendre nos institutions d'enseignement public et reconstruire là où elles ont besoin d'être reconstruites, mais plus encore mener une opération de pédagogie politique qui va exiger de court-circuiter les médias de masse pour aller directement au niveau local vers les gens. Je termine, je rassure ma collègue, j'ai dépassé de 2 minutes. Je termine en vous disant simplement ceci. Si nous oublions une des dimensions de l'aliénation, donc si nous ne combattons pas ensemble pour la liberté politique et la liberté économique, nous aurons une liberté soit incomplète ou une illusion. La manière de sortir du pourrissement de l'histoire, de faire naître le désir de transformation non seulement de soi-même, mais des instances politiques, des institutions politiques et de l'économie, ce désir suppose de transformer l'hégémonie culturelle. Pour créer ce désir chez les gens, il faut transformer l'hégémonie culturelle. C'est un défi plus que politique. C'est un défi de changement profond des mentalités. Nous travaillons contre des décennies de sédimentation, et donc c'est un changement qui ne se fait pas rapidement. C'est un changement qui se fait très lentement. C'est un défi philosophique, c'est un défi politique. Si nous réussissons ça, nous allons construire non seulement un pays, mais un pays dans lequel il y aura la justice sociale. Un pays en commun.